Le soleil de fin d'après-midi baignait le parc d'une chaude lueur dorée, projetant de longues ombres sur le terrain de jeu. Des rires retentissaient alors que les enfants couraient librement, leurs baskets crissant contre les chemins de gravier au milieu de ce joyeux chaos. Jamal, 10 ans, ne se distinguait pas par son apparence ou ses vêtements, mais par la joie tranquille qui émanait de lui. Ses yeux brillants et son sourire éclatant, marqué par un écart entre ses dents de devant, reflétaient l'innocence d'un enfant qui savourait les plaisirs simples de la vie. Ces plaisirs incluaient un ballon de football et une vaste étendue d'herbe. Jamal avait supplié sa mère, la juge Veronica Monroe, de l'amener au parc depuis des semaines. Elle avait promis, mais son travail à la salle d'audience lui demandait de plus en plus de temps. Submergée par un sentiment de culpabilité, elle avait finalement permis à Jamal d'y aller seul, lui rappelant de rester en sécurité. Pour Jamal, cette sortie représentait la liberté, une évasion de la salle de classe et du silence austère du bureau de sa mère. Le ballon de football roulait d'un côté à l'autre alors qu'il jouait, imaginant qu'il était une star mondiale. Ses baskets usées et ses jeans légèrement déchirés racontaient l'histoire d'un garçon qui jouait avec passion et vivait pleinement, sans porter d'autre fardeau qu'un sac à dos rempli de devoirs. Mais tout le monde ne voyait pas Jamal de cette manière. L'officier Grayson, appuyé contre le capot de sa voiture de patrouille, scrutait le parc du regard, non pas pour surveiller un danger, mais pour repérer quelque chose ou quelqu'un qui, selon lui, ne convenait pas. Ce n'était pas la première fois qu'il patrouillait dans cette zone, et ce n'était pas la première fois qu'il remarquait Jamal. Quelque chose chez ce garçon le dérangeait. Étaient-ce ses vêtements simples? Sa manière insouciante de jouer? Ou bien était-ce plus simple et plus injuste que cela, sa peau? Grayson justifiait ses instincts par des phrases comme « On ne peut jamais être trop prudent. Mieux vaut prévenir que guérir ». Mais en vérité, son esprit était imprégné de préjugés qu'il refusait d'admettre. Lorsque le rire de Jamal atteignit ses oreilles, quelque chose en Grayson se tordit, un mélange d'irritation et de suspicion. « Il n'a pas sa place ici », marmonna-t-il dans sa barbe. Jamal, trop occupé à courir après son ballon qui roulait près du bord du parc, ne vit pas l'officier approcher. Quand il leva enfin les yeux, Grayson se tenait devant lui, les bras croisés, imposant comme un nuage d'orage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Grayson d'une voix froide. « Je joue au football », répondit Jamal doucement, serrant son ballon contre sa poitrine. « Ne fais pas le malin avec moi. »« Pourquoi es-tu ici ? Tu vis dans le coin ? » ?»« Oui, monsieur, » répondit Jamal, sa petite voix tremblante. « Ma mère a dit que je pouvais venir. » Les lèvres de Grayson se retroussèrent en un ricanement. « Et où est ta mère maintenant ? Trop occupée pour te surveiller ?» Jamal, désorienté, fit un pas en arrière, serrant son ballon plus fort. Grayson avança. « Ne t'éloigne pas de moi, gamin, » aboya-t-il, attirant l'attention des passants. « Je n'ai rien fait. » murmura Jamal, les larmes aux yeux. Mais la peur de Jamal ne fit qu'alimenter la suspicion de Grayson. L'officier l'attrapa par le col et le tira vers lui. Jamal cria, laissant tomber son ballon. L'atmosphère du parc changea instantanément. Les rires s'arrêtèrent, les visages se figèrent, et une foule de parents et de passants se rassembla autour de la scène. « Lâchez-le. Vous lui faites mal », cria une femme, son téléphone à la main, enregistrant la scène. Mais Grayson avait déjà dépassé les bornes. Il plaqua Jamal au sol, son genou sur le dos du garçon, malgré ses pleurs et les protestations de la foule. Depuis le bord de la foule, un homme en casquette de baseball filmait discrètement la scène, ses mains tremblantes de colère. Chaque seconde de cet abus était immortalisée, prête à servir de preuve contre l'officier. Pendant ce temps, dans son bureau, Veronica Monroe travaillait sur une affaire importante lorsque son téléphone vibra. Elle fronça les sourcils en voyant une notification anonyme. En l'ouvrant, elle vit une vidéo. Son cœur s'arrêta. Jamal. Elle regarda, horrifiée, son fils maltraité, humilié, et traîné comme un criminel. La vidéo se terminait sur le visage en larmes de Jamal fixant la caméra, avant que Grayson ne l'entraîne hors du champ. Le sang de Veronica bouillonnait. Serrant les poings, elle se leva, déterminée. Personne ne fait ça à mon fils. Personne. La chasse à la justice avait commencé,
et cette fois, la balance pencherait du côté de la vérité. Trop déroutant et injuste. Jamal serra son ballon de football usé et trouva un coin tranquille du parc. Ses baskets, déjà effilochées par tant de courses, soulevaient un nuage de poussière à chaque dribble. L'énergie du garçon semblait incontrôlable, ses mouvements débordant d'une joie pure, celle qui naît chez les âmes encore insensibles aux réalités les plus dures de la vie. Mais, à seulement 10 ans, Jamal savait déjà que cette joie était fragile, surtout pour des garçons comme lui. Au fond de son esprit résonnaient les mots de sa mère, « Reste près du parc, ne parle pas aux étrangers, appelle-moi si quelque chose ne va pas. » La juge Veronica Monroe, sa mère, n'était pas du genre à se laisser facilement ébranler. Mais lorsqu'il s'agissait de Jamal, son fils et son ancre, ses instincts protecteurs n'avaient aucune limite. Elle travaillait sans relâche pour lui bâtir un monde meilleur, où il ne subirait pas les préjugés qu'elle avait affrontés toute sa vie. Pourtant, aujourd'hui, elle n'était pas là pour le protéger. Dans une voiture de patrouille garée près du parc, l'officier Grayson sirotait un café devenu froid. Ce quartier n'était pas son terrain habituel, mais on l'avait assigné à surveiller après plusieurs bagarres d'adolescents. Grayson se considérait comme un gardien de l'ordre, mais sa version de cet ordre était façonnée par des préjugés ancrés et une colère mal maîtrisée. Son regard s'arrêta sur Jamal. Quelque chose dans l'insouciance du garçon l'irrita. Pour Grayson, ses vêtements usés et ses chaussures éraflées étaient déjà une raison suffisante pour se méfier. D'un geste instinctif, il effleura le bâton attaché à sa ceinture. Jamal remarqua l'approche de l'officier, mais se concentra sur son ballon, tentant de le frapper toujours plus haut. L'insigne de Grayson brillait au soleil lorsqu'il s'arrêta à quelques mètres. « Les gamins !» cria Grayson d'une voix autoritaire. Jamal se figea, surpris. « Oui, monsieur ?» balbutia-t-il en serrant son ballon contre lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je joue au foot », répondit doucement Jamal, la tête penchée, confus. Grayson s'approcha, son ombre tombant sur le garçon. « Où sont tes parents ? » ?»« Ma mère est au travail. Elle m'a dit que je pouvais venir ici. » Grayson renifla de mépris. « Quel genre de mère laisse son enfant traîner seul ? Tu as une pièce d'identité ? Un téléphone ? » ?»« Non, monsieur, » répondit Jamal, la voix tremblante. « Mais je ne fais rien de mal. Je vous le promets. »« Du mal ? » ricana Grayson. « Qu'est-ce qu'un gosse comme toi sait du bien et du mal ? » Instinctivement, Jamal recula, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais Grayson fut plus rapide. Il attrapa le garçon par le col, le tirant brutalement. « Ne t'enfuis pas, » gronda-t-il. « Qu'est-ce que tu caches ? » « Rien. » pleura Jamal, des larmes coulant sur ses joues. « Je joue juste au football. » Une petite foule commença à se rassembler, des murmures de désapprobation se faisant entendre. Une femme s'avança. « Lâchez-le, c'est un enfant !» cria-t-elle. Grayson, rouge de colère, répliqua. « Occupez-vous de vos affaires. » Mais les protestations grandirent. Une autre femme brandit son téléphone. « J'enregistre ça. Vous allez perdre votre badge pour ça. » Sous la pression des regards et des cris, la poigne de Grayson faiblit. Mais il s'obstina, tirant Jamal brutalement sur ses pieds. « Vous pensez tous pouvoir me dire comment faire mon travail ? » rugit-il. Un homme en casquette s'avança, calme mais ferme. « Lâchez-le maintenant. Tout est filmé. Touchez votre arme, et je ferai en sorte que cela devienne viral en une seconde. » Grayson hésita, une lueur d'incertitude traversant son regard. Enfin, il relâcha Jamal, qui s'effondra au sol, tremblant. Ce soir-là, Veronica Monroe découvrit la vidéo virale montrant son fils humilié et terrorisé. Ses mains tremblaient alors qu'elle voyait Jamal épinglé contre un arbre, à bout de souffle. En le retrouvant à la maison, elle s'agenouilla devant lui, lui prenant le visage entre ses mains. « Mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-elle. Les yeux rougis, Jamal répondit. « Il m'a blessé, maman. Je n'ai rien fait, et il m'a blessé. » La juge serra son fils contre elle, des larmes de rage mêlées à celles de chagrin. « Ce n'est pas fini, »
murmura-t-elle, le cœur lourd. Personne, badge ou pas, ne s'en sortira après t'avoir fait du mal. Je te le promets, Jamal. Et tandis que la nuit tombait, Veronica Monroe commença à semer les graines de la justice. Ce n'était pas seulement personnel. C'était une bataille pour chaque enfant qui s'était senti petit, impuissant et indigne. Elle se battrait avec tout ce qu'elle avait. Après que la foule se soit dispersée, le parc semblait étrangement calme. Jamal était assis sur un banc, fixant son ballon de football. Ses mains tremblaient. Il essayait de rejouer dans son esprit ce qui venait de se passer, mais son jeune esprit n'arrivait pas à comprendre. Il n'avait rien fait de mal, il en était sûr, et pourtant il avait été traité comme un criminel. Il toucha son cou et grimaça. Les bleus se formaient déjà. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui lui faisait mal, c'était aussi la honte. La honte de la façon dont l'officier l'avait regardé, comme s'il n'était pas humain. Cela faisait que Jamal se sentait petit, comme jamais auparavant. Une femme s'approcha prudemment et tendit un mouchoir. Ses yeux étaient remplis de gentillesse, sa voix douce. « Tu vas bien, chérie ?» Jamal secoua la tête. Les larmes coulèrent. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-il, sa voix brisée. La femme hocha la tête et s'accroupit pour être à son niveau. « Je sais, mon petit. Nous avons tous vu. » Cet homme avait tort. Ces mots auraient dû réconforter Jamal, mais ce n'était pas le cas. Il voulait la croire, mais le poids de ce qui venait de se passer était trop lourd. Pendant ce temps, l'officier Grayson s'éloignait du parc, ses jointures blanchies sur le volant. Son esprit s'emballait, rejouant l'incident. Il pouvait encore entendre les cris de la foule, voir leurs regards accusateurs. Les vidéos, elles allaient le ruiner si elles sortaient. Une partie de lui s'en moquait. Il était sûr que le gamin préparait quelque chose. Il le faisait toujours. Mais une autre partie de lui, plus calme, plus enfouie, se demandait s'il avait franchi une ligne. Il ne voulait pas l'admettre, mais l'expression sur le visage du garçon alors qu'il luttait sous sa poigne le hantait. Ce n'était pas de la défiance, ni de la culpabilité. C'était de la peur. Une peur pure et non filtrée. Grayson secoua la tête et marmonna. « Je m'en remettrai, comme toujours. » Mais ses mains tremblaient, et cette voix lancinante dans sa tête refusait de se taire. La juge Veronica Monroe arpentait le salon de sa maison de ville haut de gamme, ses talons claquant contre le parquet. Elle venait de calmer Jamal, qui dormait maintenant sur le canapé. Il serrait son ballon de football comme une bouée de sauvetage. Sa petite silhouette semblait encore plus frêle sous la couverture, son visage paisible gâché par les faibles contusions sur son cou. Son téléphone vibra à nouveau, une autre notification sur les réseaux sociaux. La vidéo était déjà devenue virale avec des hashtags comme #JusticeForJamal et #StopPoliceBrutality. Veronica serra la mâchoire, ses mains tremblant alors qu'elle tapait un message au procureur. « Nous devons parler. Maintenant. » Elle avait passé des années à se battre pour la justice dans la salle d'audience, à démanteler le racisme systémique, affaire après affaire. Mais ce soir, le système avait frappé sa propre famille. L'ironie ne lui échappait pas, et cela ne faisait qu'alimenter sa détermination. Miles Clark, l'homme en casquette de baseball qui avait filmé la scène, était assis à la table de sa cuisine, revoyant la vidéo sur son téléphone. À chaque fois, cela lui faisait mal au ventre. Il ne pouvait se défaire de l'image du visage en larmes de Jamal, ses petites mains agrippant désespérément le bras de l'officier. Miles n'était pas du genre à s'impliquer dans des conflits. Il gardait habituellement la tête baissée. Mais la vulnérabilité de Jamal avait touché une corde sensible. Il pensa à son propre neveu, un garçon à peu près du même âge que Jamal, et se demanda à quel point cela aurait pu être lui. Prenant une décision, il décrocha son téléphone et appela un ami journaliste, connu pour dénoncer les abus de la police. « J'ai quelque chose que tu dois voir, » dit-il. À la fin de l'appel, Miles ressentit un soulagement. Il avait fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'était aux autres d'assurer que justice soit rendue. La détermination du président se durcissait. Ce n'était pas seulement son combat, c'était celui de tous. Pendant ce temps, l'officier Grayson était assis dans sa cuisine. La télévision diffusait des reportages sur l'incident.
Son nom n'avait pas encore été dévoilé, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps. Son téléphone vibrait constamment, inondé de messages. Certains collègues lui apportaient leur soutien, d'autres étaient plus acerbes. « Tu ne t'en sortiras pas cette fois », disait l'un d'eux. Grayson fronça les sourcils et jeta son téléphone sur la table. Il essaya de se convaincre qu'il était la victime, que la foule avait réagi de manière excessive, et que le garçon représentait une menace. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait échapper à la vérité. Un coup frappé à la porte le sortit de ses pensées. Lorsqu'il ouvrit, son superviseur se tenait là, flanqué de 2 agents des affaires internes. Leur visage était grave. « Grayson, nous devons parler. » Ce soir-là, Veronica Monroe borda Jamal dans son lit et l'embrassa sur le front. Elle resta un moment dans l'encadrement de la porte, le regardant s'endormir. Il avait l'air si paisible, si fragile, et pourtant, elle savait qu'il était plus fort que quiconque ne le pensait. Elle éteignit la lumière et se rendit dans son bureau, où des piles de dossiers juridiques l'attendaient. Mais ce soir, elle ne s'occupait pas de ses affaires habituelles. Ce soir, elle se préparait pour la guerre. « Ce n'est pas seulement pour toi, Jamal, » murmura-t-elle. « C'est pour nous tous. » Avec cela, elle commença à planifier son prochain mouvement. Le combat pour la justice ne faisait que commencer. Le matin suivant, Veronica était assise dans son bureau à domicile. Les murs tapissés de livres sur le droit et la justice semblaient la narguer. Elle avait passé sa carrière à lutter pour l'équité, et pourtant, son propre fils avait été brutalement confronté à un système qu'elle croyait pouvoir changer. Jamal dormait encore, épuisé par la veille. Veronica regardait son ordinateur portable. La vidéo de l'incident était arrêtée à l'écran. Elle ne pouvait se résoudre à la relancer. Le visage en larmes de son fils était déjà gravé dans son esprit. Son téléphone sonna. C'était Marcus, le procureur. Un ancien collègue. « J'ai vu la vidéo », dit-il d'emblée, sans préambule. Sa voix était grave. « Comment ça va ? » « Mal, » répondit-elle. « Et je ne le serai pas tant que cet officier ne sera pas tenu responsable. » « Tu sais comment ça va se passer, Veronica. Le syndicat de la police se battra bec et ongles. Ce ne sera pas facile. »« Je m'en fiche, » rétorqua-t-elle avec colère. « C'est mon fils, Marcus. Mon fils. S'ils pensent que je vais laisser passer ça, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Un silence s'installa avant que Marcus ne dise. « Envoie-moi tout ce que tu as. Mettons-nous au travail. » Veronica ne perdit pas de temps. Elle examina chaque détail de la vidéo, prit des notes minutieuses et contacta des témoins. Beaucoup hésitaient, craignant des représailles de la police. Mais l'attitude calme et ferme de Veronica finit par les convaincre. De son côté, Marcus fouilla dans le dossier de l'officier Grayson. Ce qu'il découvrit était accablant, un historique de plaintes pour usage excessif de la force, principalement dirigé contre des communautés minoritaires. Beaucoup de ces plaintes avaient été discrètement classées sans suite. « C'est pire que ce que je pensais », dit Marcus lors d'un appel tardif. « Ce type est une bombe à retardement. Comment a-t-il pu rester en fonction ? » « Nous les ferons tous répondre de leurs actes », répondit Veronica d'une voix froide. « Chacun d'entre eux. » Pendant ce temps, Grayson préparait sa défense. Le syndicat de la police lui avait assigné un avocat influent, connu pour défendre les policiers dans des affaires controversées. Assis dans un bureau luxueux, l'avocat feuilletait le dossier. « Nous dirons que vous vous sentiez menacé. L'enfant a résisté, la foule était hostile. Cela relève de la légitime défense. » Grayson se tortilla sur sa chaise. « Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. » L'avocat l'interrompit. « Peu importe ce qui s'est réellement passé. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire croire au jury. Faites-moi confiance. Nous avons gagné des affaires avec moins que ça. » Grayson acquiesça, mais au fond de lui, une culpabilité grandissante le rongeait. Peu importe le verdict, la vérité le hanterait. De son côté, Jamal peinait à gérer son traumatisme. Lui, d'habitude si vif, était devenu silencieux, évitant même le parc. Une nuit, Veronica le trouva assis sur le sol de sa chambre, fixant son ballon de football.
Parle-moi, mon chéri, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Jamal hésita avant de murmurer. Je ne me sens plus en sécurité, maman. Et s'il revenait? Le cœur de Véronica se serra. Elle l'enlaça fermement, sa voix ferme malgré l'émotion. Il ne reviendra pas, je te le promets. Et je m'assurerai qu'il ne puisse plus blesser personne d'autre. Jamal leva les yeux vers elle, un mélange de peur et d'espoir dans le regard. Comment? Véronica sourit doucement. En faisant ce que je fais de mieux, me battre pour ce qui est juste. Quelques semaines plus tard, le procès de Grayson débuta. La salle d'audience était bondée. À l'extérieur, des foules brandissaient des pancartes avec des messages comme justice pour Jamal et fin à la brutalité policière. Véronica, assise dans la galerie, était une présence calme mais imposante. Tout le monde savait qui elle était, et pourquoi elle était là. Lorsque la vidéo de l'incident fut diffusée, les cris de Jamal résonnèrent dans la salle. Evelyn Brox, une jeune procureure fougueuse, ne perdit pas de temps. Ce n'était pas de la légitime défense, déclara-t-elle au jury. C'était un acte d'agression incontrôlée, alimenté par des préjugés et un abus de pouvoir. L'audience était tendue, chaque mot prononcé ayant le poids du destin de Grayson et du combat pour la justice. Miles Clark, visiblement ému, continua son témoignage. Je n'ai pas pu croire ce que je voyais. Jamal était juste un enfant, il ne faisait rien d'agressif. L'officier Grayson, il semblait déterminé à prouver quelque chose. Véronica sentit une vague de gratitude pour Miles. Son courage pour se présenter, face à l'intimidation et aux potentielles représailles, montrait que la vérité avait encore des défenseurs. La défense tenta de discréditer Miles en insinuant qu'il cherchait simplement à devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Mais Evelyn Brox intervint rapidement. « Monsieur Clark, qu'est-ce qui vous a poussé à filmer cet incident ?» Miles répondit sans hésiter. « Parce que je savais que si je ne le faisais pas, personne ne croirait ce qui s'était passé. » Cette réponse franche fit naître un murmure dans la salle d'audience, et Véronica vit plusieurs jurés hocher subtilement la tête. Ensuite, l'accusation appela un autre témoin clé, un ancien collègue de Grayson, l'officier Brenda Alvarez. Brenda semblait réticente mais déterminée. Elle témoigna sur les avertissements répétés au sujet du comportement de Grayson et comment ces avertissements avaient été ignorés par la hiérarchie. « Il n'écoutait personne », déclara Brenda. Il agissait comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Plusieurs d'entre nous étaient inquiets qu'il fasse exactement ce qu'il a fait ce jour-là. La défense contre-interrogea durement Brenda, insinuant qu'elle avait une vendetta contre Grayson. Mais elle ne se laissa pas intimider. « Mon seul souci est la vérité », répliqua-t-elle. « Si dire la vérité sur ce que j'ai vu et ce que je sais sauve des vies, alors oui, appelez cela comme vous voulez. » La salle resta silencieuse. Même Sterling semblait ébranlé par la conviction de Brenda. Le point culminant survint lorsque l'accusation révéla le mémo interne ignoré, le liant à des décennies de négligence systémique dans le département de police. Evelyn conclut son argumentation avec une éloquence percutante. Ce procès ne concerne pas seulement Jamal Monroe, ni même l'officier Grayson. Il s'agit d'un choix que nous devons tous faire, continuer à fermer les yeux sur l'injustice ou y faire face avec courage et demander des comptes à ceux qui abusent de leur pouvoir. Dans ces derniers mots, Evelyn fixa le jury. Jamal était un enfant qui jouait. Il ne méritait pas d'être traité comme une menace. Et si nous permettons à cela de continuer, nous envoyons un message clair que certains enfants valent moins que d'autres. Est-ce vraiment le genre de société que nous voulons? Le procès toucha à sa fin, et les jurés délibérèrent pendant des heures qui semblèrent une éternité. Véronica serrait les mains de Jamal, qui, bien qu'effrayé, semblait aussi avoir trouvé un semblant de force dans le soutien qu'il voyait autour de lui. Enfin, le verdict tomba, coupable sur tous les chefs d'accusation. La salle d'audience explosa en acclamations et larmes. Véronica se tourna vers Jamal et le serra contre elle. « Nous l'avons fait, mon amour », murmura-t-elle. Dans les jours suivants, l'affaire devint un catalyseur pour des réformes majeures. Grayson fut condamné à une peine significative, et une enquête fédérale secoua le département de police, entraînant des changements substantiels.
Mais pour Véronica et Jamal, la victoire était aussi intime qu'universelle, une preuve que l'espoir, la vérité et la persévérance pouvaient triompher. Un après-midi, quelques mois plus tard, Véronica regarda son fils jouer dans le parc, un sourire timide sur son visage. Il riait à nouveau, son ballon roulant devant lui. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, la justice semblait réelle. Jamal se raidit, serrant son sac contre sa poitrine. Avant qu'il ne puisse répondre, un enseignant intervint doucement, éloignant l'autre enfant avec une explication sur la nécessité de donner de l'espace. Mais la pression était constante, et Véronica voyait que son fils, malgré son courage au tribunal, se battait pour retrouver un semblant de normalité. Véronica décida qu'il était temps de parler à Jamal ouvertement. Ce soir-là, assis à table avec une assiette de ses spaghettis préférés devant lui, elle le regarda attentivement. « Jamal, tu sais que tu peux me dire ce que tu ressens, n'est-ce pas ?» Jamal baissa les yeux sur ses pattes, jouant avec sa fourchette. Après un long silence, il murmura. « Tout le monde me regarde comme si j'étais différent. Comme si quelque chose n'allait pas chez moi. » Véronica sentit son cœur se briser à ces mots. Elle posa une main apaisante sur la sienne. « Mon chéri, il n'y a rien de mal chez toi. Tu es fort, tu es courageux, et ce que tu as fait en parlant au tribunal, c'était extraordinaire. Mais je comprends que ça peut être difficile. » Elle fit une pause avant de continuer. « C'est pourquoi nous allons t'aider à surmonter cela. Pas seulement moi, mais aussi d'autres personnes qui savent ce que c'est de traverser des choses compliquées. Et tu n'es pas obligé de tout porter seul. » Véronica chercha et trouva un thérapeute spécialisé dans les traumatismes liés à l'enfance et les discriminations raciales. Les premières séances furent difficiles, mais peu à peu, Jamal commença à ouvrir son cœur, à parler de sa peur, de sa colère et de son désir de simplement redevenir un enfant. Pendant ce temps, Véronica continuait de recevoir des lettres et des messages de soutien, mais aussi des appels à l'aide. Des parents, des enseignants, et même d'anciens policiers la contactaient, partageant des histoires similaires ou demandant des conseils. Cela renforça sa détermination. Elle créa un groupe de défense communautaire visant à surveiller la police et à soutenir les familles victimes d'injustice. Jamal, bien qu'encore marqué, commença à retrouver un semblant de normalité. Un jour, en revenant de l'école, il demanda timidement. « Maman, est-ce qu'on pourrait aller au parc demain ?» Véronica sentit les larmes lui monter aux yeux mais les refoula. Elle répondit avec un sourire chaleureux. « Et bien sûr, mon cœur. Allons-y. » Le lendemain, elle le regarda courir sur l'herbe, frappant son ballon de football avec enthousiasme. Ses rires résonnaient à travers le parc, attirant des regards, mais cette fois, ils étaient remplis d'admiration, pas de jugement. Véronica s'adossa à un banc, un sentiment de paix mêlé de vigilance l'envahissant. Le combat n'était pas terminé. Il y aurait d'autres batailles, d'autres familles à aider. Mais pour l'instant, son fils riait à nouveau, et c'était une victoire précieuse. Elle sourit doucement en regardant Jamal courir, son ballon roulant devant lui, et chuchota pour elle-même. « Nous sommes encore debout. Et nous continuerons. » La tension était palpable dans l'air alors que les dernières plaidoiries se jouaient dans la salle d'audience. Véronica, les mains tremblantes, scrutait la scène. Jamal, assis à côté d'elle, semblait aussi tendu qu'un fil, ses yeux fixés sur le tribunal, mais son esprit semblait ailleurs. Chaque instant qui passait alourdissait la pièce de ce sentiment d'incertitude, de doute, mais aussi de détermination. Les médias étaient divisés. Certains avaient pris le parti de Jamal, mettant en lumière les injustices systémiques, les souffrances vécues par les familles, et les dénonciations courageuses d'officiers comme Harold Whittaker. Mais d'autres avaient utilisé l'affaire pour alimenter un discours polarisant. Véronica savait que la lutte allait bien au-delà de cette salle. C'était une bataille pour la vérité, pour l'égalité, pour la dignité humaine. Pendant les plaidoiries finales, la procureure Evelyn Brooks avait frappé fort. Elle avait souligné l'injustice de la situation, non seulement l'abus de pouvoir de Grayson, mais aussi un système qui l'avait protégé, un système qui n'avait pas protégé Jamal et qui continuait à permettre de telles atrocités. Chaque mot qu'elle prononçait semblait renforcer la conviction de Véronica que cette bataille avait un but plus grand que celui de simplement défendre son fils.
Il s'agissait de défendre tous ceux qui, comme Jamal, étaient victimes d'un système qui les dévalorisait. L'avocat de la défense, Sterling, tenta de semer le doute, arguant que l'affaire était un simple malentendu, une réaction exagérée à un incident isolé. Mais les visages des jurés ne mentirent pas. Veronica observa chacun d'eux, cherchant une étincelle de conviction dans leurs yeux. Une étincelle qui lui dirait que justice serait rendue. Elle se tourna vers Jamal, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. Ce procès n'était pas qu'une victoire juridique, c'était un moment où son fils, son propre enfant, avait eu le courage de se lever et de raconter sa vérité, de faire face à la peur. La salle d'audience semblait plus bruyante en dehors, avec les manifestants qui se disputaient sur les marches du palais de justice. De l'autre côté de la rue, les partisans de la police criaient des slogans de soutien à Grayson, accablant Jamal et Veronica d'insultes déguisées sous des mots de « justice ». Veronica serra les poings, sentant la colère monter, mais elle se força à respirer profondément. Les combats ne se mènent pas uniquement dans la rue, ils se mènent aussi dans les esprits, dans les cœurs. Lorsque le jury se retira pour délibérer, l'attente devint interminable. Veronica, épuisée par l'angoisse, se retrouva seule un moment. Elle pensa à la bataille, aux semaines d'incertitude, aux nuits sans sommeil. Elle pensa à toutes ces lettres qu'elle avait lues, les messages de soutien qui venaient d'autres mères, d'autres familles qui traversaient des épreuves semblables. Chaque mot, chaque témoignage avait renforcé sa conviction qu'il fallait que cela cesse. Que cette injustice systémique ne puisse plus exister. Il fallait que quelque chose change. Quand le jury revint dans la salle d'audience, les regards échangés entre eux étaient lourds. L'annonce du verdict, quand elle arriva enfin, brisa le silence. Coupable. La salle éclata en acclamations et en pleurs. Veronica sentit ses jambes trembler, et elle se leva d'un coup, attirant Jamal dans ses bras. La pression accumulée depuis des mois se relâcha alors qu'elle murmurait. « Nous l'avons fait, bébé. Nous l'avons fait. » Les accusations de brutalité policière, d'agression et de violation des droits civiques avaient été reconnues. Le verdict, un signal puissant pour la ville, envoyait un message clair, il était temps que les responsables rendent des comptes. Grayson, l'officier brutal, avait été condamné à la prison, mais pour Veronica, ce n'était que le début. Le lendemain, la ville vivait une forme de soulagement, mais aussi de résistance. Des changements de politique étaient en cours, des réformes étaient sur la table. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis des mois, Veronica sentit qu'un pas avait été fait vers un futur où son fils, et tous les enfants comme lui, pouvaient enfin respirer sans avoir peur. Les manifestations se poursuivaient dans les rues, leur écho vibrant contre les murs des bâtiments voisins. Enseignants, membres du clergé, étudiants, tous se tenaient aux côtés de Jamal, affichant leur soutien avec des pancartes. Veronica, sortant du palais de justice après une journée d'intenses débats, s'arrêta un instant, submergée par l'émotion. Une jeune fille s'approcha timidement, tenant un dessin représentant Jamal en super-héros, une cape flottant dans le vent. « C'est pour ton fils, dit-elle d'une voix douce. Il est vraiment courageux. » Veronica, les larmes aux yeux, prit le dessin avec une gratitude silencieuse. « Merci, chérie. Ça signifie tout pour nous. » La salle d'audience était calme alors que le jury retournait pour annoncer le verdict. Veronica était assise à côté de Jamal, sa main posée sur son épaule. La pression des semaines passées pesait lourdement sur elle, mais elle gardait son calme pour son fils. Marcus, le procureur, était assis de l'autre côté, son anxiété palpable alors qu'il tapotait nerveusement sur la table. Le juge, une femme d'un calme implacable, se tourna vers le jury. Le jury est-il parvenu à un verdict? Une femme du jury se leva. Nous avons, votre honneur. Jamal serra la main de sa mère, son souffle court dans sa gorge. Maman, murmura-t-il, peu importe ce qu'ils disent, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Veronica répondit d'une voix calme mais ferme, garde la tête haute. Les accusations furent lues, agression au 2e degré, mise en danger d'enfants, violation des droits civils. Coupable, fit le jury. Une vague de soulagement envahit la salle, certains spectateurs applaudirent doucement avant que le juge ne les réduise au silence. Veronica ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Jamal se pencha vers elle et chuchota,
nous avons gagné, maman. Elle l'embrassa tendrement sur le front. Oui, bébé, nous l'avons fait. La détermination de la peine de Grayson eut lieu un mois plus tard. L'officier, devenu un symbole national des abus de pouvoir, se leva pour sa déclaration. J'ai commis une erreur, dit-il, sa voix faible et sans conviction, manquant de véritable remords. Véronica remarqua l'absence de sincérité dans ses mots. Le juge, sans ménagement, rétorqua, vos actions dépassent l'erreur. Il s'agit d'un abus de pouvoir flagrant, motivé par des préjugés, et cela a causé un préjudice irréparable. Aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. Grayson fut condamné à 10 ans de prison, en plus de sanctions pour son comportement en salle d'audience. Les partisans de Grayson murmurèrent, mécontents, mais la décision du tribunal resta. Véronica ressentit une satisfaction douce amère. La justice était rendue, mais la douleur qu'il avait infligée à son fils ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. L'enquête fédérale sur le département de police révéla un schéma inquiétant de négligence, avec plusieurs agents impliqués dans la dissimulation de mauvaise conduite. La capitaine Denise Alvarez, qui s'était retrouvée au cœur du scandale, devint une voix influente en faveur de la réforme du système. Le système ne fonctionne pas, il fonctionne exactement comme il a été conçu, déclara-t-elle. C'est le problème, il est temps de le repenser. Son appel à la réforme inspira d'autres officiers à se manifester et à dénoncer la corruption. Des changements radicaux furent rapidement mis en œuvre. La démission du chef de la police et d'autres responsables ouvrit la voie à un nouveau leadership, plus réceptif aux appels à la responsabilité et à la justice. Des politiques de formation sur les préjugés et des conseils de surveillance indépendants furent instaurés, et pour la première fois depuis des décennies, le département de police fut confronté à une véritable responsabilité. Le procès de Jamal marqua le début d'un long processus de guérison pour la communauté. Véronica inscrivit son fils à des séances de thérapie, où il commença à traiter son traumatisme. Un jour, Jamal dessina une image de lui-même dans le parc, souriant, un ballon de football à la main, avec sa mère à ses côtés. C'est comme ça que je veux que ça se passe, dit-il doucement. Je veux me sentir à nouveau en sécurité. Le docteur Yates, sa thérapeute, le rassura, cela prendra du temps, mais vous y arriverez. En dehors des séances, Jamal retrouva progressivement un sens de normalité. Il jouait à des jeux vidéo avec des amis, faisait du vélo, et, petit à petit, il retourna au parc. Bien qu'il y aille toujours accompagné de sa mère ou d'un adulte de confiance, ces petites victoires personnelles l'aidaient à reconstruire son sentiment de contrôle. Véronica, quant à elle, se lança dans un plaidoyer actif en faveur de la réforme de la police et de la justice raciale. Elle se joignit à des organisations qui luttaient pour ces causes et assista à des réunions communautaires où des histoires d'injustice étaient partagées. Une jeune mère, les larmes aux yeux, se leva un soir. Mon fils a été harcelé par la police l'année dernière. Je ne savais pas quoi faire, mais vous battre pour Jamal m'a donné du courage. Merci. Véronica hocha la tête, les yeux remplis de détermination. Ce combat n'est pas seulement le mien. C'est le nôtre. Ensemble, nous pouvons nous assurer qu'aucun enfant n'ait à endurer ce que Jamal a vécu. Ces mots furent accueillis par des applaudissements. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Le changement tangible était en marche. Plusieurs mois plus tard, lors d'un événement communautaire, Jamal et Véronica assistèrent à un match de football dans le parc. Les enfants jouaient et les parents discutaient joyeusement. Jamal se joignit à un match, son rire résonnant dans l'air. Véronica, les yeux fixés sur lui, sentit une immense fierté. Son fils, plus résilient que jamais, avait non seulement survécu, mais il avait triomphé. Grayson se retrouvait seul, perdu dans ses pensées. Les premiers mois après son emprisonnement furent remplis de colère. Il blâmait Véronica, le jury et tout le système pour sa chute. Mais au fil du temps, un doute s'insinuait en lui. Puis, un jour, lors d'une séance de conseil obligatoire, le thérapeute lui posa une question cruciale. « Pensiez-vous que vous étiez justifié dans ce que vous avez fait ?» Grayson voulut répondre, mais les mots restèrent bloqués. Pour la première fois, il dut affronter la vérité, il avait agi par peur et préjugé, pas par devoir. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais c'était un premier pas vers la compréhension,
un pas qu'il avait évité depuis trop longtemps. Pendant ce temps, le parc où l'incident s'était produit fut rebaptisé Jamal Monroe Park. Une plaque commémorative y fut installée, honorant le courage et la résilience de Jamal, qui avait inspiré la ville à lutter pour la justice et l'égalité. Lorsque Jamal, maintenant adolescent, se tint devant la plaque avec sa mère, il demanda « Vous pensez que les choses vont vraiment mieux maintenant ?» Véronica posa une main réconfortante sur son épaule et répondit avec un sourire « C'est mieux, grâce à des gens comme toi, les gens de Jamal, qui ont refusé d'abandonner. » Véronica, tout en continuant son travail de juge, devint une fervente défenseur de la réforme systémique. Elle s'exprima lors de conférences et guida de jeunes militants. Jamal, quant à lui, devint un leader passionné. Il utilisa sa voix pour éduquer les autres sur la justice et l'égalité. Leur histoire devint un symbole d'espoir, un témoignage que même face à l'injustice, le changement est possible. Bien que le combat n'était pas terminé, ils savaient que leur travail avait déjà fait une différence, non seulement pour eux, mais pour les générations futures. Cependant, après le verdict et la condamnation, Véronica et Jamal continuèrent à faire face à des réactions négatives. Ils reçurent des lettres anonymes, des menaces et des insultes. Véronica trouva un jour Jamal en train de regarder son téléphone, l'air accablé. Il lui tendit l'appareil sans dire un mot, et elle aperçut une image falsifiée de lui dans le parc, accompagnée de légendes haineuses. Véronica le prit dans ses bras et lui dit, d'un ton rassurant, « Bébé, écoute-moi, rien de tout cela n'est de ta faute. Ils essaient de nous faire peur parce qu'ils savent qu'ils perdent, mais nous ne les laisserons pas gagner. » Malgré l'hostilité persistante, un soutien inattendu commença à émerger. Des policiers, jusqu'alors silencieux, commencèrent à prendre la parole. Parmi eux, l'officier Linda Park, une jeune recrue, approcha Véronica après une réunion à la mairie. Elle lui dit « Votre cas m'a donné le courage de dénoncer l'un de mes supérieurs. Il harcèle des résidents des minorités depuis des années et personne n'a osé en parler. » Véronica sentit un regain d'espoir. « Continuez à vous battre pour ce qui est juste, » lui répondit-elle. Les choses changent. Ça prendra du temps, mais elles changent. Jamal, à mesure qu'il vieillissait, trouva sa propre voie dans la lutte pour la justice. Lors d'un forum communautaire, il s'adressa au public pour la première fois. « J'avais 10 ans quand c'est arrivé », commença-t-il, sa voix tremblant au début, mais se stabilisant à mesure qu'il parlait. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un censé me protéger pouvait me faire du mal. Mais j'ai appris quelque chose depuis, le changement ne se produit pas parce que vous attendez. Il se produit parce que vous l'exigez. L'audience éclata en applaudissements, et Véronica sentit des larmes remplir ses yeux. Son fils, autrefois timide et effrayé, devenait un leader. Quelques mois plus tard, une série de rénovations fut réalisée dans le parc. De nouveaux équipements de jeux furent installés, un jardin commémoratif y fut aménagé, et des mesures de sécurité renforcées assurèrent un environnement sûr pour tous. Lors de la grande réouverture, Véronica et Jamal furent invités en tant qu'invités d'honneur. Le parc était devenu un symbole de résilience et de changement, de la lutte pour la justice qu'ils avaient menée et de l'espoir qu'ils portaient pour un avenir meilleur. Jamal se tenait aux côtés du maire alors que le ruban était coupé, un sourire large sur son visage. Les enfants envahirent la cour de récréation, leur rire résonnant dans l'air tandis que Jamal marchait dans le parc. En apercevant la plaque portant son nom, il la toucha légèrement, son expression pensive. « Ça fait bizarre, » dit-il à sa mère. « Je ne me sens pas comme un héros. » Véronica s'accroupit pour croiser son regard. « Tu as raison, tu étais juste un enfant. Et c'est exactement pourquoi c'est important. Parce qu'aucun enfant ne devrait jamais subir ce que tu as vécu. Tu n'es pas un héros parce que tu voulais l'être. Tu es un héros parce que tu as traversé tout ça. » Le lien entre Véronica et Jamal se renforça au fil des années. Véronica apprit à équilibrer sa carrière exigeante avec son rôle de mère, veillant toujours à ce que Jamal se sente soutenu. Jamal, à son tour, puisa sa force dans leur voyage commun, souvent en participant à ses réunions de plaidoyer et en y apportant ses propres idées. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder les informations, un segment sur les efforts de réforme de la police à travers le pays attira l'attention de Jamal. Il se tourna vers sa mère et lui demanda « Pensez-vous que nous avons fait une différence ?
Véronica sourit et le serra contre elle, je sais que nous en avons fait une. Des années plus tard, Jamal se tenait sur une scène universitaire, prononçant son discours en tant que plus jeune conférencier d'honneur lors d'une conférence nationale sur les droits civiques. Sa voix était confiante et son message clair, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner l'avenir. Et cet avenir commence lorsque chacun de nous se lève, refuse de reculer et s'exprime. Véronica, assise dans le public, ressentit son cœur se gonfler de fierté. Jamal était devenu tout ce qu'elle avait espéré et bien plus encore, un symbole de résilience, de courage et d'espoir. Le public l'acclama dans une standing ovation. Véronica repensa au parc, à la peur et à la douleur de ce jour-là. C'était comme si cela remontait à une éternité. Même si les cicatrices du passé ne s'effaceraient jamais complètement, elle savait qu'ils avaient bâti quelque chose de plus fort, un héritage de justice qui perdurerait à travers les générations. L'histoire de Jamal et Véronica devint un pilier central dans la lutte pour la réforme systémique. Des lois furent adoptées, des politiques modifiées, et des communautés à travers le pays se mobilisèrent pour la responsabilité et l'égalité. Au centre de tout cela, il y avait une mère et son fils, la preuve que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait toujours émerger.